Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être encore aussi nombreux pour cette nouvelle session de formation en ligne par l'Académie de la Cheville. Donc pour les nouveaux venus, l'Académie de la Cheville, c'est tout simplement un ensemble de formations en ligne destinées aux professionnels de la prise en charge des pathologies de la cheville et du pied et qui est dispensé par des professionnels de la recherche, de la prise en charge, médecins, rééducateurs, préparateurs physiques concernés par ces problématiques de cheville et de pied, notamment par l'instabilité chronique de cheville, qui est pas forcément notre seul thème, mais un des thèmes de prédilection de ce groupe. Et vous voyez qu'il y a des intervenants différenciés et de différents domaines et qui ne véhiculent pas forcément les mêmes avis tout le temps. C'est ce qui est particulièrement intéressant. Donc ce soir, vous êtes tous là parce qu'une problématique bien spécifique nous intéresse, qui est la prise en charge et l'évaluation de la faiblesse des éverseurs de cheville. Mais avant ça, on va diffuser 2 vidéos dans le cadre de cette présentation. Si jamais vous ne les voyez pas en direct, c'est peut-être parce que l'application GoToWebinar que vous utilisez pour qu'on communique ensemble ce soir, eh bien, est apparaît en priorité sur votre écran. Donc peut-être qu'il faut simplement appuyer sur l'icône plein écran pour qu'elle redevienne secondaire. Cette icône plein écran qui est dans l'ellipse rouge sur votre écran en ce moment. Si toutefois, pour les 2 petites vidéos qu'on passera, cette manipulation ne suffit pas à ce que vous voyez les vidéos en direct, ne vous faites pas de soucis. De toute façon, ce webinaire est filmé et vous recevrez dès demain ou après-demain le support PDF de cette présentation avec des liens incrustés qui vous permettront en un simple clic de retourner visualiser les vidéos sur YouTube. À ce sujet, ce sont des formations qui ont vocation à être interactives, mais que vous comprenez bien qu'on ne peut pas permettre de laisser la parole au sens propre du terme à tout le monde. Donc vous pouvez tout au long de la formation poser des questions par écrit, par le biais de la rubrique questions en bas à droite de votre écran. Ces questions seront compilées par mon collègue Grégoire, qui est avec moi ce soir et qui gère un peu la technique. Et j'essaierai de répondre à ces questions si jamais il se trouve que j'ai des éléments de réponse. Voilà, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc le thème exact qui nous rassemble ce soir, c'est instabilité chronique de cheville et faiblesse des éverseurs, comment s'affranchir des limites de l'isocinétisme en pratique clinique. Donc c'est vraiment un thème sur lequel on a beaucoup travaillé. Notre équipe de recherche au sein du laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité, l'équipe de l'université Savoie-Mont-Blanc, et les partenaires de Sévresse Santé qui ont développé le concept Myolux et d'autres systèmes innovants pour la prise en charge des pathologies musculo-squelettiques. Donc le sommaire, on va parler d'instabilité chronique de cheville. À chaque fois que je dirais ICC, c'est instabilité chronique de cheville, et déficit fonctionnel. Alors je profite de ce sommaire pour indiquer qu'on est bien conscient que l'instabilité chronique de cheville n'est pas forcément et uniquement la conséquence de déficit fonctionnel, elle peut être la conséquence de déficit mécanique et ou fonctionnel. Il se trouve qu'on a des choses à dire sur le paramètre fonctionnel et qu'il y a d'autres intervenants, comme par exemple Yves Tourné ou Ronnie Lopez, qui sont des chirurgiens de la cheville et du pied, qui peuvent, eux, apporter, dans le cadre de l'Académie de la cheville, des éléments de réponse sur les aspects plutôt mécaniques. Ensuite, parmi ces déficits fonctionnels, il y a la force des éverseurs, qui a une place prépondérante. On fera le point sur l'isocinétisme, qui est un peu le gold standard dans la littérature scientifique actuellement. On verra que, selon nous, cette procédure a certaines limites et qu'on propose un nouveau test fonctionnel pour outrepasser ces limites. Et ensuite, on parlera d'une conclusion et de ce qu'on a pu faire pour faire en sorte que les travaux de recherche qu'on a mis en place soient le plus facilement accessibles à la pratique clinique quotidienne et soient donc en lien direct avec vos préoccupations quotidiennes. Donc l'entorse latérale de cheville, on va aller assez vite là-dessus. Un cas par 10 000 habitants par jour, ça fait entre 6 000 et 6 500 cas référencés chaque jour en France. La prise en charge n'est pas forcément satisfaisante dans le sens où, grosso modo, une personne sur 2
développent ce qu'on appelle une instabilité chronique de cheville. Et là, je vous renvoie au rapport de l'International Ankle Consortium de 2016, donc Gribble et collaborateurs, un groupe dont le représentant francophone est François Fourchet. On en reparlera après parce qu'on a eu l'occasion de travailler avec lui sur la comparaison entre le test qu'on va présenter ce soir et l'isocinétisme. Et donc, en faisant une méta-analyse sur la question, ce groupe leader mondial sur la question réaffirme que, quelles que soient les méthodes qui sont mises en place, une personne sur deux développe de l'instabilité chronique après sa première entorse. Le problème de l'instabilité chronique, c'est que ça fait le lit de l'arthrose de cheville pour laquelle on n'a pas vraiment de réponse satisfaisante. Vous savez aussi bien que nous que les prothèses de cheville ne sont pas forcément au point et que potentiellement la moins mauvaise réponse qu'on peut proposer aux patients, c'est éventuellement l'arthrodèse. Donc autant essayer d'éviter ce genre de problématique. Et d'un point de vue personnel, je suis assez satisfait qu'il y ait une grande part qui soit dédiée dans cette méta-analyse de 2016 au phénomène de sédentarisation qui est lié à l'instabilité chronique de cheville et à toutes les conséquences secondaires que tout ça peut avoir. Donc, une pathologie qui paraît bénigne et anodine a des conséquences beaucoup plus lourdes que ce qu'on pourrait imaginer de prime abord. Alors, pourquoi on a une pathologie aussi fréquente? On peut imaginer que c'est le poids de nos origines. En fait, le mouvement d'inversion, le mouvement d'entorse, permettait à nos ancêtres de se déplacer dans les arbres. Et on a, vous savez, une capacité à produire une force en inversion plus importante, parce que c'est ce qui nous permet de générer de la force contre le tronc d'arbre, une capacité à générer cette force en inversion beaucoup plus forte que la capacité à générer de la force en éversion avec les muscles fibulaires. Et cette composante, on l'a conservée, et vous voyez un jeune homme de 2017 qui est là et qui reste tranquillement allongé et sans se contrôler. Ses chevilles ne partent pas en flexion plantaire, mais bien en inversion autour de cet axe conditionné par l'articulation sous-talienne. Et donc, mécaniquement, notre cheville est faite pour partir dans cet axe-là naturellement, et on a beaucoup plus de musculature pour générer de l'inversion que de l'éversion. Donc, on est très exposé à cette problématique, et là, je renvoie à ceux qui seraient éventuellement des fidèles de l'Académie de la cheville et qui suivraient les présentations de Brice Picot. Je vous renvoie au cardan d'ombre d'âne, où on voit clairement que les muscles qui sont à l'extérieur de l'axe UU' et postérieur à l'axe XY', eh ben, sont très peu nombreux. En gros, on a les deux fibulaires qui permettent vraiment de faire une éversion pure et de maîtriser ce mouvement naturel de la cheville. Donc on a vraiment une propension mécanique à partir en inversion et un rapport de force en défaveur des muscles éverseurs. Et donc s'ils sont au top à 100% de leurs compétences, ils maintiennent la stabilité de la cheville. S'ils sont un peu en dessous, eh ben, on peut très vite, dans une condition d'instabilité, se retrouver à être face à une entorse. Je cite Kapandji parce que c'est une source, c'est une figure issue de Kapandji et je vois à l'instant que je ne l'ai pas indiqué sur la diapositive. Les déficits fonctionnels, hein, on rappelle qu'on a exclu les déficits mécaniques dans le cadre de cette présentation parce qu'on n'a rien de spécial à vous dire sur ce sujet-là et je ne pense pas être le meilleur interlocuteur pour en parler, j'en suis même certain. Donc dans la catégorie des déficits fonctionnels, on va focaliser sur la faiblesse des éverseurs. Ceci étant dit, c'est loin d'être le seul déficit fonctionnel qui peut être associé à l'instabilité de cheville. Quand vous avez une instabilité de cheville, vous pouvez avoir une faiblesse des éverseurs et ou un déficit proprioceptif et ou une limitation d'amplitude en dorsiflexion et ou une autre faiblesse musculaire plus proximale et notamment des abducteurs de hanche, en premier lieu le moyen fessier, et ou un déficit de contrôle postural ou une altération dynamique de l'activité des muscles éverseurs à la marche. Là, j'ai pas la prétention que cette liste soit exhaustive, en tout cas, en l'état de ma connaissance de la littérature scientifique, ce sont les principaux facteurs fonctionnels qui ont pu être démontrés par des études scientifiques. Ce soir, on va focaliser sur la force des éverseurs, donc les études qui ont permis d'évaluer s'il existait une faiblesse des éverseurs chez les personnes en instabilité chronique de cheville se basent sur une méthode qui est les tests isocinétiques.
Ces mesures, il n'y a aucun problème, elles sont fiables et reproductibles pour des catégories de sujets sains comme pour des catégories de sujets en instabilité chronique de cheville. De ce point de vue-là, aucun problème. Par contre, c'est toujours la dialectique entre ce qui se fait dans les laboratoires de recherche et qui est peut-être très précis et très fiable, et ce qui se passe sur le terrain, dans la réalité, chez les gens qui seraient censés utiliser les techniques évaluées par les chercheurs. Il se trouve que cette technique est rarement utilisée en pratique clinique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que cet équipement est onéreux, que la procédure est chronophage, et d'ailleurs, si jamais vous faites une évaluation cinétique sur un genou et que le patient d'après c'est une cheville, rien que le fait de changer le module genou-cheville, ça peut prendre du temps, en dehors du temps vraiment dédié à l'évaluation elle-même. Donc une autre limite de ces tests, c'est qu'ils ne sont pas fonctionnels dans le sens où ils sont réalisés en décharge et donc en chaîne cinétique ouverte. Donc peu utilisés et pas forcément proches de la fonction des conditions physiologiques et même physiopathologiques. En plus, quand on fait le tour de la littérature, encore une fois, aucune prétention d'exhaustivité dans ce qui va être présenté sur cette diapositive, mais en faisant une analyse plutôt attentive de la littérature, on a à peu près autant d'articles qui nous disent qu'il y a une faiblesse des muscles éverseurs en excentrique et en concentrique chez les sujets instables. Vous voyez les références ici sur cette diapositive. Donc autant d'études qui nous disent qu'il y a une faiblesse que d'études qui nous donnent la conclusion inverse, c'est-à-dire aucune différence entre les sujets stables et les sujets instables. Donc on se retrouve avec une technique qui donne des résultats très controversés dans la littérature et qui n'est que très peu applicable ou mise en œuvre sur le terrain. Donc à partir de là, notre groupe de recherche et de cliniciens a cherché à se poser la question, dans un premier temps, de est-ce que cette faiblesse des éverseurs existe vraiment? Alors quand on utilise d'autres techniques, et par exemple, quand Pietro Simon et Gribble vont chercher à tester l'excitabilité corticale de la zone du cortex sensorimoteur, ou moteur plutôt, qui active les muscles éverseurs de cheville, eh bien, ils montrent très clairement que des sujets en instabilité chronique ont une moindre excitabilité corticale de cette zone du cortex moteur que des sujets sains. Tout simplement, ils viennent stimuler par de la stimulation magnétique transcrânienne la zone du cortex moteur, et ils mesurent à partir de quel niveau de stimulation on commence à mesurer un moment de force éverseur au niveau de la cheville. Il faut stimuler beaucoup plus le cortex des personnes instables pour commencer, par rapport au sujet stable, pour commencer à avoir un début de production de force au niveau de la cheville. Donc, il semblerait, quand on prend ces faisceaux d'arguments, que les personnes en instabilité chronique aient potentiellement une faiblesse des muscles éverseurs de cheville, mais que la méthode isocinétique ne soit pas forcément la méthode la plus adaptée pour la mettre en évidence. Donc voilà, cette diapositive, c'est une illustration de ce que j'ai dit avant, et que vous pourrez méditer plus attentivement quand vous recevrez le PDF dès demain. Donc notre objectif à partir de là, c'était de fournir aux praticiens un test fonctionnel, accessible et facile à mettre en œuvre pour détecter objectivement, donc de manière chiffrée et fiable, les faiblesses musculaires des éverseurs de sujets instables. Alors, on s'est focalisé sur la fonction excentrique, sur le mode de contraction excentrique en tout cas, parce que c'est vraiment la physiologie de la protection articulaire. C'est par le biais d'une performance excentrique satisfaisante des muscles éverseurs qu'on est capable de contrôler le mouvement d'inversion potentiellement traumatique, de le maîtriser et d'éviter l'entorse en cas de déstabilisation soudaine de la cheville. Deuxième nuance, on n'est pas parti avec la prétention de mesurer une force, mais vraiment de diagnostiquer un déficit. Et ce sont deux notions différentes, mais finalement, le parti pris qu'on assume complètement consiste à dire que le thérapeute se moque un peu de savoir quel est le niveau de force ou le niveau de couple de force en newton-mètre d'un patient. Il veut simplement savoir si sa performance correspond à une cheville saine et stable ou correspond à une cheville instable et qui a des chances de récidiver dans les mois qui viennent. Donc nous, on est vraiment là-dessus.
Première étude qui a été publiée en 2014, on a pu mettre en évidence que des sujets instables avaient une moindre capacité à contrôler un mouvement d'inversion en charge. Alors, sur le dispositif que vous avez pu voir sur la diapositive précédente, le dispositif Myolux, qui est équipé d'un articulateur au niveau de l'arrière-pied qui reproduit le mouvement d'entorse de la cheville, le mouvement d'inversion jusqu'à 35 degrés, quand on nous demande aux patients de se mettre debout en charge unipodale, et donc mettre 100% de son poids du corps sur le dispositif, en position de départ, s'il ne fait rien musculairement, le dispositif l'emmène en mouvement d'inversion, en mouvement d'entorse. On lui donne comme consigne simplement de contrôler ce mouvement d'inversion et de le faire de la manière la plus lente et la plus fluide possible. Les sujets sains, dans ce cadre-là, ont des pics de vitesse, donc arrivent à contrôler ce mouvement et à le faire lentement. Et ils ont des pics de vitesse de l'ordre de 36 degrés par seconde. Et les sujets sains ont un pic de vitesse de l'ordre de 84 degrés par seconde. Autrement dit, les sujets sains, à un moment donné, n'arrivent plus à contrôler ce mouvement d'inversion et ils lâchent. Les sujets instables, pardon. Oui. Donc, on a une différence significative à ce niveau-là, que vous pouvez voir sur la diapositive ici, donc des pics de vitesse moins importants, significativement moins importants chez les sujets sains par rapport aux sujets instables. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est qu'on a calculé ce qu'on appelle l'intervalle de confiance à 95%. Alors, ça paraît compliqué, mais ça peut être expliqué de manière relativement simple. On a fait cette étude sur un échantillon de sujets. Donc, la moyenne et l'écart type, l'écart autour de la moyenne qu'on obtient est réel uniquement pour cet échantillon. Quand on calcule l'intervalle de confiance à 95%, ça signifie simplement que si on avait refait une infinité de fois cette étude, eh bien, on a 95% de chances que la moyenne tombe dans une certaine fourchette. Et en l'occurrence, pour les sujets sains ici, entre 26 et 47 degrés par seconde, et pour les sujets instables, entre 67 et 102. Ce qui est super intéressant, c'est que les deux fourchettes ne se chevauchent pas. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y a une zone seuil qui est clairement mise en évidence. Et cette zone seuil, elle est entre 50 et 60 degrés par seconde. Et en étant plutôt optimiste, on va dire, ou permissif avec les personnes instables, on peut considérer qu'on puisse placer un seuil à 60 degrés par seconde. Autrement dit, un sujet sain doit être capable de contrôler sur 35 degrés sur ce type de dispositif un mouvement d'inversion en charge, donc avec tout son poids du corps unipodal, sans jamais dépasser 60 degrés par seconde. Et donc, vous pourrez voir sur la vidéo qu'on va passer tout de suite l'expression de ce résultat. Et donc vous voyez ici un patient qui a un déficit, et donc quand il descend là en excentrique, là, ça lâche à un moment donné, et donc il y a un pic de vitesse, vous imaginez bien, qui est supérieur à un sujet sain. Donc sur le retour concentrique, on a vu qu'il y avait une certaine difficulté. Là aussi, on lâche, on est sur un sujet qui a un déficit excentrique. Et puis petit à petit, vous allez voir, ici, on a un patient qui est en transition et qui grelotte un petit peu, pourtant il n'a pas froid. Et puis là, on est sur un patient typique d'un contrôle caractéristique d'un sujet sain, où le mouvement est fluide et donc où on obtient un pic de vitesse beaucoup moins important. On revient. On revient. Normalement, Emmanuel Macron n'a rien à faire là. Voilà. Donc, on a pu obtenir ce type de résultat dans le cadre de notre première étude. Dans le prolongement, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas confronter ce paramètre qu'on propose à l'isocinétisme? Et donc, à ce sujet-là, on a décidé de refaire la même étude, d'intégrer donc des sujets stables et des sujets en instabilité chronique de cheville, et de leur faire passer les deux types de tests. Une évaluation isocinétique gérée par des spécialistes de l'isocinétisme, vous allez voir les co-signataires de l'étude, et puis notre test géré par nous, les promoteurs de ce nouveau test. Et donc, dans ce cadre-là, d'ailleurs ce travail a fait l'objet d'une publication récente, toujours dans Clinical Biomechanics, en décembre 2016. Et vous voyez apparaître les noms de Francis Degache, François Fourchet et Boris Gojanovic,
qui ont géré plutôt la partie isocinétisme, et Nicolas Forestier et moi-même qui avons géré les tests fonctionnels, puisqu'on les avait proposés dans l'étude précédente que je viens de vous exposer. L'intégration des sujets, on se cale sur les recommandations de l'International Uncle Consortium, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour déterminer des sujets en instabilité chronique de cheville et des sujets sains. Donc voilà, vous avez toutes les caractéristiques ici de ces sujets. Il s'agit notamment, pour être classifié dans la catégorie instable, d'avoir au moins 5 réponses positives à un questionnaire qu'on appelle le questionnaire A2I, Uncle Instability Instrument, avec mon accent légendaire. Et puis, vous voyez que c'est le cas de nos sujets en instabilité chronique de cheville, et vous voyez également que les antécédents d'entorse de cheville sont de 0, évidemment, pour nos sujets sains, et supérieurs à 3 en moyenne pour nos sujets en instabilité chronique de cheville. Chaque sujet est passé de manière randomisée sur le test isocinétique et sur le test fonctionnel. Alors, soit en démarrant par le test isocinétique, puis par le test fonctionnel, ou inversement. C'est l'objet de la randomisation. Et vous avez ici, sur cette diapositive, tous les éléments relatifs aux différents tests, à savoir que dans l'expression des résultats, bien évidemment, un test étant fait en décharge, le test isocinétique, les résultats en Newton-mètre sont rapportés et relativisés au poids du corps, et le test fonctionnel étant fait en charge, eh bien, les données brutes de degrés par seconde, de vitesse angulaire, sont traitées parce que, de fait, le poids du corps du patient ou du sujet est pris en compte dans le test. C'est ce qui en fait une des caractéristiques de simplicité supplémentaire. La normalité de la distribution des données a été testée au moyen du test de Shapiro-Wilk. On a comparé la performance des des deux groupes par des petits tests pour échantillons indépendants. Le seuil de significativité a été placé à 0,05. On a calculé les intervalles de confiance à 95% et on a évalué la taille des effets par le biais de l'indice D de Cohen. Et on écoute France Inter le matin, mais c'est pas le même Cohen. Les résultats sur le test isocinétique, aucune différence entre les sujets sains et les sujets instables. Et même si ça, pour les plus puristes, ça ne mériterait pas d'être discuté, je pense que c'est intéressant de l'être tout de même. Si jamais il y avait eu une différence significative, elle serait plutôt à l'avantage des sujets instables. En l'occurrence, le couple de force généré et mesuré par le biais de l'évaluation isocinétique rapportée au poids du corps semble être, en tout cas en moyenne, supérieur chez les sujets instables. Alors, c'est pas significatif, mais ça va plutôt dans ce sens-là. Donc c'est un peu déroutant, et on se classifierait plutôt dans la deuxième catégorie d'études que j'évoquais au départ, c'est-à-dire il n'y a pas, si on se base uniquement sur ce test, il n'y aurait pas théoriquement de faiblesse des muscles éverseurs chez les sujets instables par rapport à des sujets sains. Le test fonctionnel donne des résultats totalement inverses et par contre reproduit exactement ce qui se passe dans la précédente étude que j'ai évoquée, à savoir qu'on voit un décrochage, un manque de contrôle, et donc une faiblesse des muscles éverseurs chez les sujets instables. Donc on voit bien ici qu'on reproduit avec le test fonctionnel les résultats obtenus dans l'étude précédente, et qu'on obtient sur les mêmes sujets des résultats complètement différents entre l'évaluation isocinétique et l'évaluation fonctionnelle. À savoir, sur la base de l'évaluation cinétique, on conclurait qu'il n'y a pas de faiblesse des muscles éverseurs, alors qu'a priori, avec une autre méthode plus fonctionnelle, on est capable de mettre en évidence cette faiblesse. Donc ici, vous pourrez retrouver les valeurs moyennes et les intervalles de confiance pour cette étude. En discussion et en conclusion, le fameux test fonctionnel qu'on propose semble plus adapté que l'isocinétisme pour identifier une faiblesse des éverseurs potentiellement à l'origine d'une instabilité chronique de cheville. En tout cas, il semble plus sensible pour mettre en évidence cette faiblesse, et en plus, il a le mérite d'être plus facilement accessible et plus facile à mettre en œuvre. Une des limites des évaluations isocinétiques, ce sont les compensations comportementales liées à ce type de test analytique, et c'est peut-être une explication des résultats contradictoires de la littérature. Et je pense que vous voyez sur
l'image en bas à droite de votre écran ici, qu'on en a profité pour faire une étude électromyographique dans le cadre du prélèvement, de la collecte de données dans le cadre de ces travaux. Et on commence à étudier ces signaux et on voit que très clairement, les ischio-jambiers entrent énormément en action dans le cadre de ces évaluations et que donc la performance en bout de chaîne est en partie dépendante du contrôle de la rotation du membre inférieur et notamment de la hanche. Je ne dis pas en disant ça qu'il n'y a pas de compensation possible sur le test fonctionnel, mais peut-être qu'elles sont plus facilement maîtrisables ou contrôlables. Le test fonctionnel, donc en conclusion, semble plus adapté et en plus, et je l'ai déjà un peu dit, j'ai anticipé là-dessus, il est plus simple et plus rapide à mettre en œuvre et c'est un des paramètres qui nous semble particulièrement intéressant. Donc notre objectif, à partir de ces travaux de recherche, parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de travaux de recherche particulièrement intéressants comme ça et qui restent dans des cercles de chercheurs et qui restent dans des communications intra-professionnelles. Et donc notre idée, ça a été de rendre ce test le plus accessible possible aux kinésithérapeutes, aux médecins du sport, aux chirurgiens orthopédiques et autres, et préparateurs physiques et entraîneurs, bien sûr. Et donc on a décidé d'intégrer une centrale inertielle au dispositif Myolux de base, que vous voyez en haut à droite de l'écran, et de développer une application la plus intuitive possible pour diffuser ce fameux test et ce fameux seuil à 60 degrés par seconde. Et donc, on a développé le fameux Myolux Medic Evolution, que certains d'entre vous connaissent, et typiquement, l'exercice 4, l'exercice est le test de force excentrique de ce dispositif et de cette application est directement issu des travaux qu'on vient de vous présenter. Et pour faire très simple, vous voyez ici que le rond orange représente la vitesse en inversion de la cheville de votre patient et que donc il doit faire l'inversion en charge complète sur 35 degrés sans jamais que cette sphère rouge ou cette bille rouge, de ce rond rouge en 2D, ne dépasse le fameux seuil de 60 degrés par seconde qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc l'interface est assez simple et facile à développer. Ce qui est surtout important, c'est de lui intégrer ou de lui injecter les bons paramètres. Et donc le fameux seuil à 60 degrés par seconde, il n'est pas choisi par hasard, il est complètement calqué sur les études qu'on vient de vous présenter. Et donc à chaque fois qu'un patient va être capable de contrôler un mouvement d'inversion de cheville sur toute l'amplitude en charge sans dépasser ce seuil, eh bien, ça va décompter en vert à droite de votre écran un essai réussi. Quand il fait la même chose mais qu'il dépasse ce seuil, eh bien, ça compte un essai raté et donc qui va se représenter en orange sur cette diapositive. Et donc on obtient un score au final qui vient s'implémenter sur l'octogone que vous avez pu voir sur la diapositive précédente. Et je vous propose de voir ça en vidéo sans plus tarder. Donc là, ce que vous voyez en haut à gauche de votre écran, physiquement, ce qui se passe au niveau de la cheville du patient, c'est exactement en temps réel corrélé à ce que le patient voit sur la tablette, ce que vous voyez sur la plus grande partie de votre écran. Donc là, on voit 2 essais de suite où l'inversion en charge a été complètement contrôlée, donc la bille orange ne dépasse pas les fameux 60 degrés par seconde, donc ça valide des essais de contrôle en charge maîtrisés. Donc sans déficit. Là, ça a été un peu plus laborieux. Et le prochain, vous allez voir qu'en haut à gauche, ça va lâcher. Donc la bille orange dépasse le fameux seuil de 60 degrés par seconde et on invalide un essai. C'est un essai caractéristique d'une cheville plutôt instable. Donc on va avancer un petit peu
le processus pour pas qu'on voit les 20 essais du fameux test du dispositif. Et puis vous verrez au final que là on est sur le dernier essai qui est raté, et en fonction du test obtenu, là, le patient obtient 65% de la performance optimale, et donc on voit ce score venir s'implémenter sur le numéro 4, ici, sur l'octogone de référence. Donc on est vraiment capable de caractériser une cheville saine d'une cheville instable, et donc pour l'ensemble des 5 autres exercices proposés par l'application, eh bien, l'objectif c'est d'atteindre au moins 75%. Sur les 4 ans d'études qu'on a menées avec les étudiants de STAPS de l'Université de Savoie, eh bien, on a pu intégrer, Savoie-Mont-Blanc, on a pu intégrer le fait que la moyenne des sujets sains pour chacun des 6 exercices proposés par cette application représente un score de 75%, et donc quand votre patient a atteint ce seuil, vous savez qu'il est dans la moyenne des sujets sains, bien évidemment, il peut le dépasser. Et là, on a développé un des 6 items de cette application. Voilà, cette formation, ou cette présentation en tout cas, cette sensibilisation prend fin. Je vous présente ici le programme de l'Académie de la Cheville tel qu'il est composé à l'heure actuelle. La semaine prochaine, on aura le plaisir de se retrouver avec François Fourchet, qui présentera une mise à jour de 2017 sur la prévention et le traitement des entorses de cheville. Et puis, on aura ensuite Stéphane Guillot, qui est un chirurgien de la cheville et du pied de Bordeaux. Et puis, on finira le 28 février avec Brice Picot, kinésithérapeute notamment du service médical de la Fédération française de hand, mais il n'y est pour rien dans la victoire de nos amis ce dimanche, puisque lui il travaille plutôt avec les équipes féminines, ce qui ne nous étonne pas quand on le connaît un petit peu. Et donc voilà, le programme va être remis à jour, tout est en train de se planifier pour les mois suivants, mais au moins vous avez les 3 prochaines sessions ici, et encore une fois, c'est un document que vous recevrez demain, et en un simple clic, vous pourrez vous inscrire à l'une ou l'autre de ces sessions. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et l'intérêt que vous portez à ces présentations, et puis on va voir tout de suite si certains d'entre vous ont posé des questions. Là, c'est Grégoire qui va pouvoir